Bonjour à tous et à toutes, à tous ceux que je n'aurais pas vus depuis le début de la journée. C'est avec grand plaisir que je vous accueille pour cette dernière activité de notre troisième journée de la semaine de la FAD. Donc, Cathy Janka, toujours pour le pôle d'expertise intérieure d'information à distance. Aujourd'hui, on va discuter avec Elsa Brédusseau. Donc, je vais vous la présenter dans quelques minutes. Je vous invite quand même en parallèle, comme depuis le début de la semaine de la FAD, on aime bien vous donner des intentions, vous inviter à prendre des intentions d'écoute. Donc, je vous invite à faire la même chose. On va parler de ludiciser nos contenus en formation à distance. Donc, peut-être de réfléchir à comment est-ce que les propos d'Elsa peuvent se mettre en pratique dans votre réalité. Puis on vous invitera, si vous avez envie, à le partager sur notre mur collaboratif et qui est notre activité asynchrone de toute la semaine. Voilà, fait que ça c'est pour le petit début. Donc comme je le disais, Elsa va nous parler de la ludicisation et plus précisément, son atelier porte le nom de Ludiciser pour humaniser le jeu pour favoriser l'engagement en formation à distance. Bonjour Elsa. Bonjour. Alors, très rapidement, Elsa est Oui. psychologue-chercheure, enseignante et fondatrice de Ludipsy, qui est une plateforme de ressources en santé mentale neuro-inclusive et ludique. Elle est aussi chercheure associée à la chaire de recherche du Canada en jeux, technologie et société à l'Université du Québec à Montréal. Et elle enseigne également au collégial en psychologie. Avant de lui céder la parole, n'hésitez pas, comme d'habitude, à poser vos questions dans le clavardage. On va essayer d'y répondre au fur et à mesure, probablement, de la présentation, et puis on gardera peut-être les plus croustillantes pour la fin. Donc, sentez-vous bien à l'aise là de poser vos questions. Je vais les relater à Elsa tranquillement tout le long de sa présentation. Fait qu'Elsa, je te laisse toute la place. Bon Merci atelier. beaucoup. Merci pour la belle présentation. Puis, je tiens quand même à le nommer, merci beaucoup d'organiser cet événement-là en tant que personne qui enseigne, mais aussi en tant qu'étudiante. Je trouve ça vraiment pertinent d'avoir toutes ces connaissances-là en formation à distance. Donc, merci beaucoup. Merci aussi à toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui. Donc, oui, on va aller tout de suite explorer l'univers de la ludicisation en formation à distance. Donc, je vais vous partager mon écran. Je vous invite tout au long de la présentation, ça a été nommé, mais si vous voulez interagir, participer, réfléchir aussi à comment ces différents activités pédagogiques que je vais vous présenter, comment vous pourriez les inclure déjà dans votre pratique professionnelle, gardez ça en tête. Et voilà. Donc, théoriquement, vous devriez voir. Ça a été nommé. Je ne vais pas passer trop de temps à me représenter. Les objectifs d'aujourd'hui, ça va être de connaître, s'il y en a parmi vous, peut-être qu'il y en a qui sont déjà des experts de la ludicisation, peut-être qu'il y en a qui arrivent en disant c'est quoi ça, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, on va aller explorer un peu les terminologies. On va voir les impacts pédagogiques et psychosociaux, hein, mon petit background en psychologie toujours un peu présent. Et on va aussi découvrir des stratégies. Vous allez voir, en fait, les stratégies, on va les vivre aussi. Vous allez voir à travers la formation, je les ai intégrées. Euh, et voilà, donc ça, c'est les objectifs. L'intention à travers ça, ben, c'est de mettre en lumière, mettre de l'avant le rôle vraiment de la ludicisation et du jeu, le contexte de jeu en enseignement ou en pédagogie, en fait, pour favoriser, bien sûr, l'expérience d'apprentissage dans la formation à distance. Dans toutes les autres, il y a eu plusieurs formations cette semaine qui ont mis l'accent sur le fait que ça peut être plus solitaire. Des fois, on a de la difficulté dans l'inclusion. Donc, on va voir comment le jeu peut être une manière d'y arriver. On commence tout de suite. En fait, je vais vous inviter à rejoindre le WooClap. Donc, pour ceux, celles qui sont peut-être pas nécessairement familières, vous pouvez soit aller sur WooClap et rentrer le code d'événement qui est indiqué ici à l'écran. Vous pouvez scanner le code QR ou je pense aussi que le lien va être fourni dans les commentaires. Donc, je pense que c'est peut-être la manière en fait la plus simple. De mon côté, j'ai arrêté mon partage écran parce qu'on s'en va justement faire un petit voyage dans WooClap. Déjà, pendant que je gère les aspects techniques, est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont des habitués de WooClap? Donc, vous pouvez lever votre main. euh, si jamais vous connaissez déjà WooClap, c'est oh, on a quand même plusieurs mains levées.
14, 15, 16, oh, oh, OK, 19. OK. Fait que WooClap est quand même, je le nommais ainsi, assez connu. Mais si vous ne le connaissez pas, ben, et voilà, je vous fais découvrir WooClap. Parfait. Alors, je vous partage WooClap ici à l'écran. Ce qu'on va faire avec WooClap, ben, c'est que je vais vous inviter à répondre à la première question. Première question, c'est quels mots vous viennent spontanément en tête lorsque je dis justement ludicisation. Oh, et voilà, c'est parti, ludicisation. Fait que vous pouvez écrire. Là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans WooClap, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le faire en live comme ça. J'aurais pu cacher les réponses, vous les montrer par la suite. On peut mettre aussi du temps. Là, j'ai décidé de mettre du temps juste parce que on a 1 heure. Ma gestion du temps est importante. On peut voir le nombre de participants aussi dans l'écran. Donc, c'est quand même assez intéressant pour rendre justement ça un peu plus dynamique. Ce que j'aime beaucoup, exemple des nuages de mots ici, ben, c'est que vous voyez la participation en temps réel. Donc là, on voit qu'il y a 114 participants qui se connectent tranquillement et qui viennent répondre à la question. Donc, on a jeu hein, qui ressort, plaisir, euh, motivation qui est là aussi. Donc, dans un nuage de mots, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que plus que le mot est gros, plus que ça veut dire qu'il a été nommé à de nombreuses reprises. Donc, on voit que le jeu est assez dominant. Plaisir, motivation, engagement, jeu au pluriel, ludique, gamification aussi qui ressort. Encore 3 secondes. OK. Donc, le mot jeu. Là, c'est intéressant parce qu'on va aller voir un peu qu'est-ce que c'est que le jeu, la définition du jeu. Qu'est-ce que ça veut dire jeu? Parce que jeu, il y a jouer aussi. Le plaisir, le sens du plaisir, la motivation, l'engagement. Je trouve ça intéressant parce que naturellement, quand on parle de l'utilisation, naturellement, il y a le terme motivation-engagement. Fait qu'il y a quelque chose qui ressort à travers le jeu, hein, le plaisir d'apprendre, l'expérience de jeu puis la motivation. Euh, Gamification, qu'on va voir la différence entre ludicisation et gamification aussi. Génial. Il y a plusieurs choses aussi, mécanique de jeu en formation, jeu d'apprentissage, apprendre en s'amusant, mise en scène. OK, donc il y a aussi des sortes de jeux dynamiques, super intéressants. Parce qu'on pourrait faire même à travers ça, ben, c'est faire une capture d'écran, puis après ça, le partager aux personnes étudiantes pour qu'ils gardent ça euh, comme souvenir, où on l'intègre, où on fait un retour avec le nuage de mots par la suite. Génial, merci de votre participation. Par la suite, pourquoi intégrer le jeu dans sa pratique professionnelle? Puis là, ici, euh, j'ai- je ne pourrais pas faire un tour de table avec le nombre de personnes. Donc, je ne connais pas vos backgrounds, mais ça peut être intéressant de voir pour vous pourquoi est-ce que intégrer le jeu dans votre pratique professionnelle, ça pourrait être intéressant. Qu'on a 30 personnes qui participent, c'est génial. Donc, si on passe à travers favoriser la motivation et l'engagement dans le parcours académique, qui est applicable à toute personne, que ce soit dans le domaine de l'enseignement, conseiller pédagogique, intervenant aussi. Améliorer mes méthodes pédagogiques. Créer un climat de confiance relationnelle, qui est encore une fois dans l'enseignement, mais qui peut être au-delà de l'enseignement aussi. Comme psychologue, par exemple, qui travaille en milieu scolaire, ben ça peut être important, puis ça pourrait passer par là. Soutenir le développement global. Hein, ici, on parle langagier, moteur, physique, au niveau social, affectif, euh, cognitif. Et favoriser l'évaluation. On entend parler de plus en plus de comment est-ce qu'on peut utiliser le jeu et même les technopédagogies dans l'évaluation. Bon, on n'en parlera pas ici en détail, là, mais notamment avec l'intelligence artificielle aussi. Génial. Oh oui, Elsa, je me permets, il y a une question de Raphaël qui a levé la main. Je ne sais pas si oui. Raphaël, tu veux intervenir.
Ah, la main s'est Ah, rebaissée. Oh, désolée, c'était une mauvaise main. Il n'y a une pas de mauvaise problème, main, mais ça en fait, l'arrive. j'en profite. Il y a une question dans le clavardage qui demande, par exemple, Ouclap semble efficace en mode synchrone. Y a-t-il des exemples de jeux pour le asynchrone? Pour le asynchrone, oui, ben en Ouais, fait, justement, c'est ça qui est intéressant dans WooClap. Peut-être que vous le voyez, vous avez accès à des questionnaires que j'ai mis justement en mode asynchrone. Ce qui fait en sorte que ce que je trouve intéressant, c'est qu'on peut faire des activités, puis par la suite, on peut déposer d'autres activités. On peut déposer des quiz, on peut déposer des documents. Et comme ça permet aux étudiants, aux personnes étudiantes de continuer l'apprentissage par la suite, ou même dans un meeting de travail entre collègues, mais ça permet de continuer l'apprentissage. Donc là, théoriquement, j'ai fait, on l'a testé tantôt, ça devrait fonctionner. Donc, théoriquement, vous pouvez vous connecter. Donc, vous pourriez par la suite refaire les activités et j'ai rajouté un questionnaire aussi. Super. Donc là, on peut voir, par exemple, les réponses, ce qui ressort le plus, dans quel ordre. Favoriser la motivation, l'engagement est quand même quelque chose qui ressortait beaucoup. Améliorer les méthodes pédagogiques aussi. Donc, sûrement, plusieurs personnes enseignantes dans le domaine de l'enseignement présents aujourd'hui. Climat de confiance aussi. Je trouve ça intéressant parce que à travers le jeu, et ça qui est intéressant, souvent le jeu est associé à l'enfant. Oui, mais dans l'adulte, chez les personnes adultes, c'est comme reconnecter avec l'enfant intérieur. Donc, reconnecter avec le côté justement de confiance, d'être dans le plaisir d'apprendre. Puis c'est ça qu'on veut aller chercher à travers la ludicisation. Écrivez une compétence que vous aimeriez développer aujourd'hui. Alors, pourquoi? Pourquoi vous êtes ici? Est-ce que c'est en plus en mode juste écoute active? Est-ce que c'est plus parce que vous avez un but précis en tête? J'aime beaucoup poser cette question-là quand j'enseigne ou quand je donne des formations parce que justement, ça permet de mieux orienter après la présentation ou même pour vous, pendant que vous l'écrivez, ça vous pousse à réfléchir et à dire, ben, pourquoi je suis ici? Et à peut-être après de faire une rétroaction envers vous-même, de dire qu'est-ce que j'ai appris? Je ressors avec quoi? Alors là, on a plein d'idées, ça, je trouve ça super stimulant. Je ne vais pas toutes les lire, mais créativité, innovation, connaître. Oh, wow, je vais attendre que ça termine. Ah, wow, il y a des trucs super inspirants. J'ai vu, je pense, rendre mes formations awesome. Instruire en divertissant, élargir mes horizons. Ça, j'aime ça. On arrive avec une ouverture d'esprit, on est prêt à apprendre puis à découvrir des nouvelles choses. Des jeux dans sa planification, concept de jeu éducatif. Il y a plusieurs logiciels de nos jours, hein, pour créer des jeux éducatifs, que ce soit euh, des logiciels de jeux, en fait, comme Minecraft ou d'autres logiciels. Mieux enseigner à l'université, nouvelle approche, génial. Fait qu'on voit, on a des personnes créatives et motivées ici, dans le plaisir d'apprendre, c'est le fun. Donc, ouverture à des nouveautés, inspiration, la conseillance, écoute active, varier les activités pédagogiques, rendre mes formations en somme, découvrir des nouveaux outils. Génial. Fait que j'espère que vous allez ressortir avec, vous devriez ressortir avec quelques réponses. Super. Oh, on va arrêter pour le moment ici. Fait que je vais quitter et je vais euh, arrêter mon partage écran. On va maintenant passer, en fait, à la deuxième activité. Donc, je parlais qu'on veut connaître les concepts de ludicisation dans les apprentissages. Pour y arriver, on va aller maintenant explorer l'univers de Geniali. Là aussi, théoriquement, le lien va être envoyé. Il y a deux choses que je vais vous proposer. En fait, ce qui est génial avec Geniali en ce moment, c'est qu'ils ont la version bêta en direct. Il y a trois options. Je peux vous partager mon écran. Je peux interagir en direct. Ça veut dire que vous vous connectez et on peut interagir. Ou la troisième option qui va être faite, c'est le lien va vous être soumis en commentaire. Vous pouvez cliquer sur le lien. Et là, deux choses. Vous pouvez soit faire, c'est un escape room, spoiler, vous pouvez faire l'escape room à votre propre rythme d'apprentissage. Ou, en fait, vous pouvez me suivre. On va passer au travers ensemble. Il y a un mot de passe, c'est ludique 2026. Génial.
Alors, moi, de mon côté, je vais partager mon écran. Vous me direz si tout fonctionne de votre côté, si vous arrivez à vous connecter. Et voilà, théoriquement, ça devrait fonctionner. Alors, bienvenue dans l'univers de Geniali. Encore une fois, à main levée, qui parmi vous connaissez ou l'utilise dans leur pratique professionnelle? Génial. Un petit peu moins que tout à l'heure dans le nombre de personnes. Fait que, mais c'est super. Moi, écoute, je le découvre encore aujourd'hui. Super. Donc, s'il y en a parmi vous qui ne connaissez pas, ben, bienvenue dans l'univers de Geniali. Alors, Geniali, qu'est-ce que c'est? Oui, le mot de passe, c'est ludique en minuscule 2026. C'est possible de mettre un mot de passe. C'est possible de le mettre en public aussi, de le rendre accessible à tous. Dans le cadre de l'enseignement, je préfère avec un mot de passe généralement. Il y a une version gratuite, une version payante également aussi, avec les différentes options. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a différents modèles. Par exemple, ici, j'écris le contenu, je l'ai modifié, mais c'est un modèle de base que j'ai pris d'un escape room ou d'un jeu d'évasion. Mais il y a différentes choses. Ça peut être des quiz, ça peut être même des présentations. J'aime bien ce format-là ici. Donc, la ludification en formation à distance, commençons. Théoriquement, il y a du son. Je ne sais pas si vous allez l'entendre là. Et voilà. Votre mission aujourd'hui, c'est de découvrir les codes secrets de la pédagogie du jeu afin de rendre le processus d'apprentissage captivant. Rien de moins. J'espère que vous acceptez la mission. Euh, qu'on va explorer ensemble les théories, quelques théories, des impacts pédagogiques, des stratégies d'utilisation et par la suite, on va voir le code secret pour les ressources ludiques. Donc, comme vous voyez, là, je le fais avec vous, mais c'est aussi possible de le rendre justement accessible aux étudiants pour qu'ils le fassent soit à la maison avant ou qu'ils puissent le refaire après à leur propre rythme. Donc, commençons par un survol des théories en pédagogie par le jeu. Fait que la pédagogie par le jeu, c'est une approche, hein, c'est une manière un moyen de développement et d'apprentissage. Et ça met l'accent sur justement le plaisir, hein, ce que vous avez nommé tout à l'heure. Fait que tant mieux, on est au bon endroit. L'attitude ludique, qu'on va voir un peu tout à l'heure, puis la dimension positive des apprentissages, ça veut dire de rendre l'apprentissage positif et agréable, mais sans négliger la rigueur académique. Je ne sais pas pour vous, mais souvent, en fait, là, c'est moins pire, mais il y a quelques années, quand on parlait de pédagogie par le jeu, c'était beaucoup associé aux enfants. Puis encore là, la littérature est beaucoup sur le jeu chez les enfants parce que c'est hyper important pour le développement. Par contre, souvent, on prend ça moins au sérieux quand on est au cycle supérieur ou postsecondaire. Et pourtant, le plaisir d'apprendre est toujours présent, devrait toujours être présent. Donc, on veut parler ici de rigueur parce que euh, il y a quand même une intention pédagogique, il y a quand même un objectif d'apprentissage. Il y a le ludique pédagogique framework qui définit la pédagogie par le jeu, en fait, par le plaisir, le jeu ou le jouer, le sens du jeu, l'attitude ludique et la positivité. C'est un peu ce que je viens de nommer, en fait. C'est d'être dans cette attitude-là positive, de vouloir apprendre et de justement être engagé dans le processus d'apprentissage. Je ne l'ai pas fait ici, non, je ne pense pas. Mais ce qui est intéressant aussi, exemple, avec ce modèle-là, c'est que vous pouvez ici ajouter de la documentation. Fait que quand vous donnez le lien à vos étudiants, étudiantes, ils peuvent par la suite, vous pouvez ajouter, cliquer sur documentation et là, vous pourriez, exemple, mettre des liens vers des articles scientifiques, des vidéos ou autres pour continuer l'apprentissage à la maison. C'est pour ça que c'est intéressant parce que ça peut être utilisé autant comme pré, euh, pré-cours, ça veut dire avant le cours pour qu'ils se préparent, ou ça peut être utilisé comme méthode de révision après le cours également, ou comme enseignement, comme je suis en train de faire avec vous en ce moment. Les théories, moi j'aime bien, hein, je, je suis dans une chaire de recherche en études du jeu, donc je m'intéresse beaucoup à
les mécaniques sous-jacentes à l'utilisation du jeu. Et dans les théories, très rapidement, il y a le ludus, qui est le play, le jeu, et le paidia, qui est l'attitude ludique. Et dans les études du jeu, ils séparent les deux. Puis en enseignement, en pédagogie, je pense que c'est important aussi de comprendre la différence entre les deux. Fait que le jeu, ce qu'on va appeler la ludification, la gamification, c'est le premier courant qui est sorti dans les études du jeu euh, et qui a été utilisé beaucoup en marketing. Les cartes à points, les systèmes de récompense dans les jeux, bon, tout ça. C'est qu'un joueur, donc dès qu'on interagit, on est un joueur, est soumis à un cadre fixe et à des lois du jeu. Fait que c'est vraiment dans le game design d'un jeu, la conception d'un jeu. Le comportement du jeu est dans la discipline, l'effort et la patience. Ça veut dire que le joueur doit faire des efforts pour gagner quelque chose en retour. Donc ça, par exemple, ce serait un système de points ou un système de badge dans l'apprentissage. Ça veut dire les étudiants, les personnes étudiantes pourraient accomplir des missions et gagner des points, puis à la fin gagner un certificat, par exemple. Donc ça serait la gamification qui s'utilise en enseignement à distance très bien pour justement favoriser la motivation, l'engagement. Mais on va parler de motivation externe. De l'autre côté, le PAIDIA, la ludicisation, c'est le sens du jeu. Le sens du jeu, ça veut dire faire appel à notre côté, justement, enfant, ludique, dans notre capacité d'apprendre par le plaisir. C'est beaucoup plus dans la motivation interne. C'est comment est-ce que je trouve du plaisir à apprendre. Bon, là, j'ai été un peu plus d'avance, mais si on veut aller encore plus en détail, justement, dans la ludification, c'est vraiment utiliser les éléments du jeu, ce qu'on va appeler les mécaniques de jeu, pour les appliquer dans le processus d'apprentissage. Encore une fois, c'est ça. Les échelons, les niveaux, les badges, les points, etc. Et la ludicisation, c'est explorer tout ce qui est les facteurs de la motivation humaine. Ça veut dire comment rendre ça euh, intéressant et motivant pour chaque individu à un certain niveau. Donc, aller vraiment stimuler la motivation interne des individus dans un but d'apprentissage. Et voilà. Maintenant, petit moment interactif, qui encore une fois, ça peut se faire à la maison, exemple, ou on peut le faire en direct comme ça. Et là, j'aurais besoin de Cathy qui va me guider en nommant les réponses. Mais action, question pour vous. J'encourage les apprenants à effectuer des lectures, excusez, j'ai ma caméra de moi, à effectuer leur lecture en intégrant un système de récompense par points cumulatif. Est-ce qu'on est plus dans la ludification ou la ludicisation? Alors, on vous encourage à mettre votre réponse dans le Dans le clavardage. clavardage. Alors, Mylène, qui est une spécialiste du sujet, nous dit Oh. ludification. Oh, on a beaucoup de ludification. OK, ben allons-y. Hop, hop. Oui, bravo! Effectivement, on est là, c'était un exemple très simple, on s'entend, là, de ludification. J'utilise le jeu de rôle comme activité pédagogique pour pratiquer de la matière scolaire. Est-ce qu'on est dans la ludification ou la ludicisation? Ah. Là, les majeures parties des réponses parlent de ludicisation. Allons voir, allons voir. Bravo, effectivement. Vous voyez ici, c'est le jeu en soi, l'expérience de jeu dans un but d'enseignement, d'apprentissage par le plaisir. C'est l'expérience de jeu, c'est le jouer qui a l'intention pédagogique versus des mécaniques de jeu comme le système de points. C'est très subtil, hein. J'ai conçu un jeu d'évasion pour l'enseignement de concepts théoriques. Est-ce qu'on est dans la ludification ou la ludicisation?
Alors, je lis. On a de la on a un petit peu des deux. Ah, Il y a vraiment, là, on est entre les deux, là. Ludification, ludicisation, ben, ça c'est intéressant. s'alterne. Oui, c'est ça. Ben, écoutez, là, c'est petit point faible, je dirais, là, où c'est moi qui n'ai pas réussi. Je suis pas capable de mettre deux réponses. Mais effectivement, là, j'avais mis ludification, mais les deux sont bons. En fait, ça peut être les deux. Ça peut être les deux parce que si, exemple, j'utilise le jeu d'évasion comme un système de, justement, de récompense, avec bravo, tu as eu un point ou un code, ça se pourrait que ça soit plus de la ludification. Par contre, ce qu'on vit ensemble, on vit l'expérience du jeu, on interagit à un certain niveau. Le jeu d'évasion en soi, l'expérience du jeu peut être de la ludicisation, des apprentissages. Fait que c'est là que les deux peuvent être aussi peuvent être combinés ensemble. Quelles caractéristiques définissent la ludicisation? Peut-être un peu plus difficile. Elle se fait mieux peut-être à la maison parce qu'on doit en cliquer sur plusieurs. Alors, on nous parle de motivation intrinsèque, d'état d'esprit. Merci Philippe, en effet, de nommer ça. Oui, motivation intrinsèque encore. Ah, centré sur l'humain aussi. La motivation intrinsèque, c'est assez unanime, là. Génial. Ben, testons. Bravo! Super. Fait qu'on a gagné notre premier code que je vous invite à retenir, qui est le code 2. Super. On peut retourner ici et on pourrait aller explorer la deuxième pièce, qui est les impacts pédagogiques. Alors, comment le jeu peut aider justement dans le processus d'apprentissage? Alors, si une petite partie interactive qui se fait quand même bien à la maison. Par contre, tu sais, qu'est-ce qui est intéressant, on peut interagir avec l'espace. Tchou, on peut les arrêter, les ouvrir. On check ici. Ce que j'ai fait, en fait, c'est une pièce avec différentes réponses. Donc, en quoi ça peut être utile? Ben, ça peut susciter un engagement affectif, prendre conscience des valeurs personnelles. Ça peut permettre d'apprendre à faire des erreurs sans conséquences importantes. Si j'explore, ça peut rendre les apprentissages complexes plus plaisants et agréables. Ça peut augmenter l'intérêt des personnes étudiantes envers les activités d'apprentissage. Euh, Ça peut réduire les freins à l'apprentissage. On parlait justement de motivation, mais aussi ça peut réduire les risques de perte de motivation, de démotivation même chez certaines personnes étudiantes. Si on continue, c'est le fun, c'est un jeu pour moi aussi, je me souviens plus où je les ai mis. Euh, Et voilà. Donc, je pense qu'on les a toutes regardées ici. Ça, honnêtement, je me suis... Ah, et voilà, créer un climat sécurisant et plaisant d'apprentissage versus le stress et l'anxiété d'apprendre. Je ne sais pas pour vous, mais moi, une chose que j'ai observée en étant enseignante, c'est que le stress, l'anxiété de performance est très, très, très présent chez les personnes étudiantes. Donc, là, à travers le jeu, un des objectifs, oui, c'est l'engagement, mais c'est aussi la réduction du stress et de l'anxiété de performance. C'est encore un petit côté en psychologie. Donc, je les ai listés ici parce que c'est plus simple, plus clair, plus visible. Mais voilà, c'est les impacts pédagogiques, il y en a plusieurs. Peut-être qu'il y en a d'autres parmi vous, hein. Si jamais vous avez vu des impacts pédagogiques, je vous invite à les noter, les écrire. Mais tu sais, on parle d'augmenter l'intérêt, rendre les apprentissages plus agréables, réduire les freins à l'apprentissage, susciter un engagement affectif parce que la motivation passe beaucoup par l'émotionnel, apprendre à faire des erreurs sans conséquences importantes parce que c'est ça le plaisir d'apprendre aussi, et que les erreurs sont naturelles, humaines. Créer un climat sécurisant, ça a été nommé tout à l'heure aussi, hein, tu sais, rendre ça un climat sécurisant, agréable, créer un lien de confiance, offrir un apprentissage expérientiel et réflexif. Donc, justement, que ce soit avec WooClap ou d'autres manières de pousser la réflexion, puis de même continuer la réflexion après un cours, par exemple, et créer des espaces de socialisation et de dialogue. Euh, Là, entre autres, exemple avec les miros, les tableaux blancs, euh, euh, j'ai oublié le nom, mais un autre système qui permet justement d'interagir dans des
des espaces visuels. J'ai vraiment oublié le nom. Il va revenir. Au niveau psychosociaux, il y a quand même des impacts. Par contre, je ne vais pas tout vous dire, les bonnes réponses. Ce que j'aimerais savoir de votre côté, c'est dans votre pratique professionnelle, qui semble assez diversifiée, c'est quoi les impacts psychosociaux? Ça veut dire au niveau social, psychologique, affectif, de l'utilisation de la pédagogie par le jeu. Soit vous l'utilisez et vous avez observé des éléments, ou vous ne l'utilisez pas, mais vous vous dites sûrement que ça pourrait aider à telle chose. Fait que là, je vais vous laisser quand même un peu de temps. Je vais prendre une petite gorgée d'eau euh, pour vous laisser répondre dans le chat. J'en profite, je crois que tout à l'heure, il y avait François qui avait la main levée. Je n'ai pas pu prendre ta question, Oui. mais si jamais tu as envie de profiter de ce moment pour la relever, n'hésite pas. Et en même temps, je vois les réponses. On te parle de créer des liens entre les personnes, favoriser la réflexion en profondeur, c'est une question. Maintenir la concentration des étudiants, suscite l'intérêt, motivation intrinsèque des apprenants, encourager la participation. Ah, François, c'est parfait, c'est noté. Hop. Changer le rythme des programmes de formation. Hmm. C'est intéressant ça comme... Effectivement, effectivement. Changer le rythme, donc ça peut être, si la personne veut détailler, je trouve ça intéressant quand même euh, de prendre le temps d'être dans le pratico-pratique. J'aime bien l'aspect expérientiel aussi, mais c'est vrai que le rythme à travers le jeu, parfois, on peut être un peu plus dans la lenteur aussi, de prendre le temps de vivre une expérience parce que, bon, une grosse partie de l'apprentissage, et puis qu'on est bébé, qu'on est enfant, c'est aussi par le vivre. Vivre quelque chose, c'est une belle manière d'apprendre puis de retenir Bien l'information. sûr. Il y a plusieurs autres réponses, mais il y a Myriam qui a levé sa main. Est-ce que tu veux intervenir, Myriam? J'ai arrêté mon partage écran temporairement. Myriam, est-ce que tu nous entends? Est-ce que ton micro est activé? Pourtant, oui. On ne t'entend pas. Alors, je vais continuer à lire les petites Est-ce que vous réponses. m'entendez là? Ah oui, on t'entend, Myriam, vas-y. Attendez, du coup, voilà. Oui, je voulais revenir parce que je vois un peu tous les éléments qui défilent, pour avoir aussi un peu testé, sans autant de différenciation entre ludification, ludicisation, etc. Et peut-être pour revoir le revers de la médaille, parler des mauvais joueurs et des tricheurs. Parce que, parce que parfois aussi, quand on change un peu de cadre et de choses, ben, on se rend compte que bah, il y a des élèves ou des choses comme ça qui, en fait, qui ne savent pas jouer. C'est intéressant aussi parce que ça permet certes, de recréer du lien, de parler de règles du jeu, de vivre ensemble. Mais parfois, on construit voilà, un bon jeu, etc. Et on est face à un public qui essaye de trouver des failles de jeu et de tricher, et puis finalement des humains, en fait. Donc, je ne sais pas si vous aviez des retours aussi là-dessus, sur ce versant un peu, peut-être, que je trouve qui est un peu moins mis en avant quand on parle de ces choses-là. Merci. Oui, là, attends, j'ai juste résumé un peu la question pour m'assurer. C'est de voir comment, en fait, il y a la possibilité que les gens, les personnes étudiantes, les personnes trichent à travers l'expérience de jeu, puis comment est-ce qu'on gère ce genre de situation-là quand ça se produit? Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça, ou comment les personnes parfois s'emparent pas forcément, positivement de l'aspect jeu ou même voire sont déstabilisées, parce que, bah, ils sont là pour apprendre et pas pour jouer et puis, bah, Oui, ou alors, veulent gagner à tout prix et donc, bah, vont, casser, cette dynamique, positive, collaborative juste pour gagner et non pas pour l'apprentissage, oui, effectivement, effectivement. Et là, qu'est-ce qui est intéressant dans ce que vous nommez? Euh, c'est que selon les profils, hein, en fait,
même à l'âge adulte, en fait même chez les enfants, mais à l'âge adulte, le jeu, l'attitude ludique qu'on va voir un peu tout à l'heure, n'est pas nécessairement développée chez tout le monde. C'est-à-dire pas tout le monde qui veut être dans le plaisir de jouer, ou même juste être dans la lenteur que le jeu apporte. On parlait tout à l'heure des personnes avec l'anxiété de performance. Là, je fais un petit partage, moi, dans ma pratique clinique comme psychologue, quand je travaille avec des personnes qui ont l'anxiété de performance, et que là, je leur recommande de prendre le temps de boire leur café ou même de jouer à un jeu. Souvent, on me dévisage, je suis comme, mais non, je ne vais pas jouer. C'est comme l'inverse de la productivité. Euh, donc, je trouve que c'est important de l'enseigner le plus tôt possible, de reconnecter avec le plaisir. Ça, c'est mon petite opinion personnelle. Mais l'autre aspect, c'est qu'à travers le jeu, il y a différentes manières de jouer. Puis s'il y a des personnes que c'est la compétition qui les engage, si on reste avec la thématique de l'engagement, ben c'est possible d'aller chercher ça aussi, puis de faire des activités compétitives dans le processus d'enseignement aussi. C'est juste que là, quand on est en enseignement, on veut toujours garder en tête l'intention pédagogique. Donc, le jeu est différent que si on joue juste pour le plaisir, par exemple. Donc ici, ça pourrait être de faire une compétition de conception. Là, on est dans plus des outils, mais tout à l'heure, j'en parlais un petit peu plus de comment on peut intégrer le jeu dans aussi la créativité chez les personnes étudiantes. Ça veut dire une compétition de créer, en fait, je l'ai déjà fait, exemple, créer un jeu de société pour enseigner de la matière scolaire. Et là, ça peut être une compétition qu'après, les personnes étudiantes vont tester les jeux entre eux, puis bon, il va y avoir un gagnant, par exemple. Fait qu'on peut aller dans la coopération, on peut aller dans la compétition, mais à travers quand même le jeu pour rendre l'apprentissage le plus plaisant possible. Mais effectivement, il y a toutes sortes de profils de personnes étudiantes. J'ai terminé ma réponse ainsi, mais si jamais, Myriam, ça ne répond pas bien à la question, vous voulez aller plus en détail, n'hésitez pas à m'écrire. Ça me fait plaisir de pouvoir discuter avec vous. Super. Alors, je retourne dans la présentation. Je vais juste vous refaire un petit partage d'écran. Et voilà. Super. Alors, merci beaucoup, en fait, de vos questions puis votre super participation. Bravo. En fait, il n'y avait pas de mauvaise réponse, fait que tout est bon. Donc, code, on a 0. Fait qu'on retient le deuxième code. Maintenant, si on va justement, on est rendu là, dans les stratégies là, de l'utilisation, il y en a tout plein. Tout d'abord, puis ça a été, j'ai un peu nommé, mais c'est de comprendre que dans l'apprentissage ludique, la personne enseignante ou formatrice ou conseiller, conseillère pédagogique doit elle-même être dans une posture de plaisir et de jeu. Et c'est pas, là, je vous le nommais en l'attitude ludique, et pas nécessairement accessible à tous. On n'a pas tout ça, enfin, on l'a tout à l'intérieur de nous, mais souvent c'est caché par le stress, la performance, les responsabilités, vouloir être pris au sérieux. Il y a plein de choses qui vont nous amener à bloquer être dans l'attitude ludique. Cette attitude-là ludique qui est vraiment la créativité, la spontanéité, le plaisir d'apprendre, la curiosité aussi face à la nouveauté. J'en comprends avec vos réponses de tout à l'heure qu'il y en a sûrement plein parmi vous qui sont dans l'attitude ludique. C'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui. Par contre, ça demande quand même, dans notre intention pédagogique, de se dire, ben, c'est quoi ma posture? Je veux jouer, mais je peux jouer pour le plaisir, pour créer un lien. Je peux jouer pour renforcer la motivation, l'engagement, ou je peux même jouer pour une vocation plus profonde, mais tu sais, faire un parcours, un cours complet en intégrant des activités ludiques. Mais où est-ce que je me situe? C'est la première question à se poser. Après ça, ben, c'est créer un climat relationnel de sécurité. Justement, c'est là qu'on va aller voir les différents profils. Puis je vous ai mis une petite activité plus loin, justement, pour voir c'est quoi, vous, votre profil ludique. Fait qu'il y a des personnes que, moi, non, je n'ai pas le goût de jouer. Il y a des personnes qui vont être comme, je veux jouer, mais à quoi ça sert? Il y a des personnes qui vont être partantes dès qu'il y a un jeu à vouloir embarquer. Il y a différents profils. Ça fait partie de la beauté de l'humanité. Après ça, ben, identifier quand même les obstacles à l'apprentissage. Le temps, l'énergie que ça prend, mine de rien, hein, ça prend du temps à créer un escape room ou des présentations dans WooClap ou autre. Encourager la motivation intrinsèque. Comment? Comment je vais le faire, par exemple? Favoriser l'engagement personnel. Donc, c'est ça.
je me répète ici, motivation, engagement, puis offrir de l'apprentissage en profondeur. Encore là, si on l'intègre dans le cadre des études postsecondaires, ben, on veut qu'il y ait un objectif à ça. Là, je vous partage ça. Si vous voulez aller plus loin, j'ai fait un petit webinaire sur c'est quoi l'attitude ludique, justement, puis le sens du jeu. Fait que c'est gratuit, c'est sur YouTube si jamais vous voulez l'écouter. On ne regardera pas ça, là, c'est 1 heure de temps. On va maintenant retourner justement sur Bootclap. Explorons, faisons un petit aller-retour. C'est le même lien, c'est le même code. Alors, je vais juste devoir le démarrer. Hop, hop, hop. Super. Donc, est-ce que tout le monde arrive à bien se connecter? Je vois que de super beaux commentaires. J'aurais bien aimé prendre le temps de tout lire vos commentaires. OK, c'est reparti. Alors, vous avez déjà commencé. Vous êtes proactif, c'est génial. Identifiez votre profil ludique. Où est-ce que vous vous situez, justement? Et là, ça peut être très authentique envers vous-même. Ça veut dire, ben, ça se peut que j'ai pas le goût de participer aux activités, mais j'aimerais ça. Ou ça peut être votre soi idéal. Ça veut dire, ben, dans un monde idéal, j'aimerais être comme ça. Super. Vous voyez, celle-là, j'ai pas mis de temps. Fait que des fois, on peut laisser du temps. D'autres fois, non. Mais ce que j'aime bien de ce modèle-là, tu sais, je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, je vous ai présenté différents modèles de quiz qui peuvent être utilisés dans Wooclap, le nuage mots, la classification, ça peut être juste écrire quelque chose. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit un peu en temps réel. Vous voyez le nombre de réponses. OK, ben c'est intéressant. Donc, dans les différents profils, on a je cherche la nouveauté, les défis dans mes activités ludiques. Je suis prêt ou prête à m'engager dans des activités s'il y a une justification scientifique. Ça veut dire que, il faut qu'il y ait un but puis qu'on me l'explique. Il faut que je dise, OK, c'est pour ça, je vais apprendre ça. J'accepte à contre-cœur, mais tu sais, j'accepte, mais au début, je n'ai pas tant d'enthousiasme. Je participe aux activités ludiques sans m'engager. Ça, c'est les personnes qui sont connectées, mais qui ne participent pas. C'est correct. Puis, je refuse de participer. Puis, je vais ouvertement démontrer ma désapprobation. Fait qu'encore là, il y en a, puis c'est correct. Il y a différents profils. Ici, l'objectif, c'est plutôt de vous poser, vous amener à réfléchir. Ça peut être fait pour voir, tu sais, ça, c'est un bel exercice qu'on pourrait faire en début de cours, justement, pour voir, OK, où se situent les personnes étudiantes ou un exercice à la maison d'introspection, de réflexion. Génial. Fait qu'on a un peu de tout. C'est super. Quelle est votre personnalité ludique? Alors là, il y a différentes manières d'être ludique. Il y a les gens qui sont ludiques dans le physique. J'aime les jeux physiques, j'ai besoin de bouger. Je vais faire du ski, de la randonnée, etc. J'aime raconter des histoires, c'est-à-dire les personnes qui, c'est ça, dans la créativité et l'imagination. Je collectionne des expériences et j'aime les jeux d'organisation. Fait que là, on est plus dans catégorisation, organisation, gestion de ressources dans les jeux de société. J'apprécie le jeu absurde et faire rire les autres, hein, le loufoque. Je suis curieuse, j'aime vivre de nouvelles expériences, le plaisir d'apprendre. J'aime créer de mes mains, les jeux artistiques, créatifs, scrapbooking. Je dirige les autres et j'apprécie dicter les règles. Ici, je pense que je n'ai pas laissé assez de temps, je suis désolée. Mais, et voilà. Je dirige les autres et j'apprécie dicter des règles. On est un peu plus dans le jeu directif, jeu de règles. Et j'ai besoin de m'améliorer et j'aime les jeux compétitifs. On en parlait tout à l'heure, ça a été nommé. On peut être ludique, mais quand même être dans la compétition, par exemple. Fait que là aussi, OK, il y a un peu de tout. On voit le profil curieux qui ressort.
Raconter des histoires, collectionner. On a peut-être des personnes qui collectionnent des jeux de société parmi vous, des jeux vidéo. Génial. Ben, c'est intéressant. De manière très rapide, on voit que la curiosité et vivre des nouvelles expériences ressort de manière assez prioritaire. C'est super. Fait, je pense que vous êtes au bon endroit cette semaine pour être dans le plaisir d'apprendre. Et enfin, bon, mais quelles sont les qualités d'une personne ludique? Ben, je l'ai nommé un peu tout à l'heure. Là, je vois le temps et je veux juste m'assurer de vous offrir au complet, mais ça pourrait être un exercice que vous pourriez continuer à la maison par la suite. Exemple, vous pourriez écouter une vidéo éducative, comme là, je vous ai mis un lien vers une conférence, et après, ben, c'est possible de voir le avant-après. Ah, c'est super. Fait que je vois imagination, spontanéité, émerveillement. Ça ressort, c'est super. Je ne sais pas si vous utilisez ça, mais qu'est-ce qui est intéressant avec WooClap aussi, c'est de faire de la rétroaction en simultané. Et même si on l'utilise, exemple, j'allais dire, voyons, en faisant participer à caméra ouverte ou autre, puis on fait participer les étudiants aussi, puis on peut leur faire nommer qu'est-ce qu'ils trouvent intéressant de ce qui ressort. Est-ce que ça vous étonne que l'imagination ou l'émerveillement? Super. Merci de votre participation. Alors, je vais arrêter le partage écran ici. Et on va retourner sur, on se promène pas mal. On va retourner sur Geniali pour finaliser. Et voilà. Alors, on est un peu dans ce qu'on appelle l'apprentissage expérientiel. C'est vraiment d'intégrer des activités interactives. Là, si on a fait un cours de 3 heures, on aurait pu intégrer des jeux de rôle, des jeux coopératifs, des débats, des discussions pour enrichir l'expérience éducative. Ça veut dire rendre justement l'expérience dynamique. Je vous montre quelques stratégies de ludicisation. Les technopédagogies, hein, dans la formation à distance, il y en a tout plein, puis il y a plein d'organismes qui offrent des formations super intéressantes sur c'est quoi les technopédagogies. On va vraiment parler de l'utilisation de technologies dans l'enseignement. Bon, là, l'image ne représente pas trop, là, médias sociaux, ça peut être, mais on peut utiliser le balado, on peut utiliser les vidéos en ligne, les conférences, on peut utiliser ben, Woodclap, les jeux, les quiz, on peut utiliser des logiciels de conception de jeux, on peut même également utiliser le jeu de société en ligne. Il y a ce qu'on appelle Board Game Arena, entre autres, qui est une plateforme où on peut jouer à des jeux de société en direct et à distance. Fait que, entre autres, dans les outils, il y a même des plateformes de jeux de rôle en ligne également. Donc, technopédagogie, toutes sortes de choses. Tout à l'heure, vous allez voir, je vais vous donner des exemples en fait. Il y a littéralement les activités ludiques qui peuvent être des discussions, des débats, l'aspect interactif, des sous-groupes avec des activités créatives. Le jeu de rôle et la simulation. J'aime bien, par exemple, faire des mises en situation, des études de cas dans le milieu plus professionnel, mais c'est aussi utiliser littéralement la mécanique de jeu de rôle. Ça veut dire ça, c'est quelque chose que moi j'aime bien utiliser, mais concevoir un personnage et après ça, un personnage avec une intention éducative et après ça, ben, l'utiliser pour faire des apprentissages ou pour enseigner des choses. Ce qui est intéressant dans les stratégies ludiques, c'est que ça va dans les deux sens. Autant l'enseignant, la personne enseignante, peut l'utiliser pour favoriser l'engagement des personnes étudiantes, mais on peut aussi l'utiliser dans le processus de créativité. Ça veut dire qu'on peut demander aux personnes étudiantes de créer une activité pédagogique. Faites un podcast, faites une capsule vidéo que vous allez mettre sur un lien privé YouTube. Créez un site web. Bon, j'ai appris ça récemment dans mon cours en pédagogie. Je trouve ça super. On a créé un site web. Et après ça, on peut le partager entre les étudiants. C'est un site web pour un apprentissage spécifique. Et là, chaque étudiant se partage leur site web. Super stimulant. On peut aller aussi dans les jeux de société et jeux vidéo. Je vous le nommais tout à l'heure. Exemple, on peut demander à nos personnes étudiantes de créer un jeu de société et de l'enseigner, un jeu de société à but.
éducatifs qui vont pouvoir ensuite présenter puis enseigner et même après rendre disponible pour jouer avec les autres personnes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça permet de partager le savoir et les connaissances. Donc, ça, c'est quelque chose que je trouve toujours pertinent. Créativité-conception. Bon, c'est un peu ce que je viens de nommer. Fait que les stratégies d'utilisation, ça passe dans vraiment plein de médiums, même à distance. Encore une fois, pas juste les technopédagogies, mais on peut utiliser des mécaniques, des outils ou des principes interactionnels, interactifs, de l'apprentissage expérientiel, en fait. Et maintenant, pour finaliser, en fait, je vous invite à réfléchir à comment intégrer la ludicisation dans votre profession. Ça veut dire quels outils, moyens, est-ce que vous êtes plus dans la ludification que la ludicisation? Ça peut être les deux. Dans votre apprentissage expérientiel, est-ce que vous aimeriez intégrer les pédagogies, les technopédagogies ou plus un aspect de jeu, d'activité ludique? Est-ce que vous êtes intéressé aux jeux vidéo, aux jeux de société? Comment ça pourrait être intégré? Donc, en tout cas, plein de réflexions, mais je vous invite surtout à le mettre dans le chat, à le partager entre collègues, à comment est-ce que ça pourrait être utilisé, la ludicisation dans votre profession. Bravo! On a le 3e code. Et là, bon, je ne sais pas si vous en rappelez, on a par exemple ici le mot de passe. Oups, là, vous avez mes informations. Mais on a le mot de passe et théoriquement, là, je ne vais pas vous faire trop écrire de choses dans le chat, là, mais disons là, qu'on s'en rappelle tous, qu'on a tous la bonne réponse. Bravo! Donc, vous avez complété le processus d'apprentissage et débloqué l'accès aux ressources ludiques. C'est maintenant le temps de commencer votre aventure dans la pédagogie ludique. Parce que dans un but idéal, ben, vous commenceriez à l'intégrer. Et là, vous voyez, j'ai mis un lien direct. Fait que quand on termine, pouf, on arrive sur Canva, une autre plateforme que j'adore, qui permet, entre autres, comme vous voyez ici, de faire des liens de consultation. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est que là, de mon côté, j'ai créé un lien privé. Ça veut dire que ça me permet de suivre qui consulte. En fait, pas qui spécifiquement, mais ça me permet de voir combien de personnes. Fait que si vous créez une présentation interactive avec Canva, avec un lien privé juste pour vos personnes étudiantes, bien, vous pouvez voir en moyenne combien de personnes. Tu sais, s'il y a une personne qui l'a consulté, OK, peut-être que ça n'a pas marché fort fort. Mais si vous avez 30 étudiants, puis il y en a 15 ou 20, ben déjà, tu sais, bref, ça donne un petit aperçu. Moi, j'aime bien à ce niveau-là. Ça, ben, je vais vous le rendre disponible. C'est votre récompense d'avoir assisté à la séance pendant la conférence pendant 1 heure de temps et de m'avoir écouté. C'est ce petit document que j'ai préparé dans le cadre d'une formation puis que je trouve juste génial, fait que je vous le partage. Mais c'est pour vous guider dans comment utiliser une activité, la bonne activité pédagogique. Puis ça revient dans ce modèle de dire, c'est quoi mon intention pédagogique? Est-ce que je veux récompenser, motiver de manière externe, engager de manière externe? Ou est-ce que je veux favoriser le plaisir d'apprendre, la motivation intrinsèque qui part de l'individu et stimuler le plaisir d'apprendre? Et là, ça vous amène à dire, ben, je vais utiliser plus la ludification ou je vais utiliser plus la ludicisation. Et ensuite, ça amène à ludification, on est dans les mécaniques de jeu, puis ludicisation, on est dans l'expérience. On revient avec le play et le playful, le jeu et l'attitude ludique. Bon, là, j'avais défini ici, mais quand on est plus dans la ludification, on est exemple. Là, je vous ai mis plein d'infos, on ne verra pas tout ça, mais prenez le temps de les lire. Mais ça, c'est toutes les sortes de mécaniques de jeu qui existent. Il y en existe sûrement d'autres, mais ça peut être des jeux de mémoire, des jeux de connaissance, des jeux d'observation. Là, je vous ai mis quelques petits exemples dans les jeux de société. Ça peut être les composantes que je vous ai nommées tout à l'heure. Ça, c'est juste quelques exemples de ce que vous pourriez utiliser. Les boîtes à surprises, ça fonctionne bien quand on enseigne au primaire. Mais en fait, non, tout le monde aime les surprises. Donc, même chez les adultes. De l'autre côté, dans les expériences de jeu, ben, il y a les activités pédagogiques, jeux d'évasion comme on a fait, les jeux d'exploration, les jeux de questionnaire, j'en ai mis tout plein. Et faites attention, je l'ai mis en rouge parce qu'on me l'a déjà dit dans l'autre formation. Toujours valider si l'utilisation
et accepté, autorisé dans votre milieu d'enseignement. Parce que ça veut pas dire, il y en a que. Fait que toujours validé avec votre milieu d'enseignement avant. Surtout de nos jours avec la protection des données puis la cybersécurité. Mais je vous ai mis quelques ressources. Dans les jeux de rôle, RPG Maker, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est génial. Ça permet de concevoir des jeux, mais en pixels. Bref, j'en ai mis plusieurs, mais aussi des mises en situation réelles, des analyses de cas avec interprétation. C'est toutes des idées que je vous ai mis à quelques ressources. Dans la créativité et la conception, des ressources aussi, un jeu de conception, programmation, faire un balado, faire une présentation escape room comme j'ai fait aujourd'hui, rédiger une infographie, ça aussi j'ai déjà fait, c'est le fun parce qu'après ça, les étudiants, ils le gardent, ils peuvent l'imprimer ou peuvent le garder pour étudier par la suite. Pour aller plus loin, là, j'ai mis différentes autres ressources. Puis aussi, je suis désolée, c'était pour une autre présentation, mais si jamais il y en a parmi vous qui sont psychologues, j'ai aussi une formation accréditée avec l'Ordre des psychologues sur le rôle de la ludification en intervention clinique. Et voilà, je pense que c'est ça. Ouais, on va aller par là. Puis c'est ça. Bref, je vous invite à consulter le document à ce niveau-là. Hop, on va terminer Merci ici. beaucoup, Elsa. Oui, Merci. je Il y a suis dans mes temps. une petite question très technique. Est-ce que ce document-là, ton Canva, il est possible de l'avoir dans un format qui est consultable, type document PDF, quelque chose comme ça? Est-ce que tu as une exportation de ce document qui existe? Pour des raisons, pas pour le moment. Je suis en réflexion par rapport à ça. Pour le moment, je le laissais en mode de consultation, vu que je l'utilise encore dans d'autres formations. Mais une fois que j'aurai finalisé mes formations, je vais pouvoir le rendre libre, accessible à tous. Merci pour ta réponse. Je ne sais pas s'il y aurait des questions qui n'auraient pas été répondues au cours de la présentation d'Elsa. On pourrait en prendre une ou deux pour clôturer, finaliser. Et beaucoup de merci. Ben, merci à vous. Merci de votre participation. C'est un beau défi avec un groupe d'une centaine de personnes. Alors, c'est génial. J'espère que si vous réfléchissez à votre intention, votre apprentissage de tout à l'heure, votre objectif, j'espère que ça a bien répondu. Merci. Oui, j'essaie de rendre ça le plus ludique possible. Tu as bien modélisé ce que tu prêchais. Oui, mais c'est ça. Alors, c'est ça le défi. Absolument. Ben, génial. Merci beaucoup, Elsa, pour ton atelier et ton intervention. Merci à tout le monde pour votre participation. Merci beaucoup. Un immense, je me répète ici, mais un immense merci d'organiser cet événement-là, puis de rendre ça accessible aussi gratuit à tout le monde.